Merci. Je remercie Dominique Régnier d'abord de m'avoir proposé d'organiser cette série de séminaires qui vont marquer le 20e anniversaire de la chute du mur et donc à terme de l'implosion du système communiste. Vous avez reçu sans doute des petits programmes comme celui-ci qui annoncent les premières séances. Alors je vous signale juste une petite interversion. Il y a eu un petit problème puisqu'on a dû modifier les intervenants d'une séance puisque M. Gratchev, l'ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev, devait rentrer en Russie au moment où on avait prévu sa séance, ça n'allait pas, et malheureusement il y a eu un petit pépin, donc les dates et les noms des intervenants sont bons, mais les intitulés de leur communication ne sont pas bons en ce qui concerne les deux dernières. En fait, Galia Ackerman et Andrei Gratchev parleront évidemment de l'URSS à la Russie et de Brejnev à Poutine, et Patrick Moreau et Uwe Bakes parleront, eux, de la recomposition d'un mouvement communiste dans l'Union européenne. Alors je voudrais, pour ma part, entamer cette série de séminaires par une espèce de balayage un petit peu général pour resituer finalement cette histoire, qui est une histoire qui est finalement l'histoire de l'Europe au XXe siècle, parce que si le communisme a été un phénomène mondial, il est parti d'Europe. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il s'est imposé de manière extrêmement forte et puissante à partir de 1917, c'est là qu'il a beaucoup impressionné les esprits, les opinions publiques, etc. Et donc, on va se concentrer un petit peu sur cette histoire européenne, et ensuite, je vais donc faire cette espèce de présentation générale pour rappeler les choses, parce que, effectivement, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec Dominique. On a affaire à un véritable déficit d'information, et pas seulement de mémoire, d'histoire aussi. Je tiens beaucoup à distinguer ces deux dimensions, et je le constate évidemment quotidiennement avec mes étudiants d'université, même dans des universités bien tenues, en troisième année, en quatrième année, en cinquième année. Ce sont des choses que la jeune génération pratiquement ignore, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'elle a des excuses entre guillemets, elle n'était pas née pratiquement quand le mur est tombé, alors que bien sûr je vois dans la salle des gens qui sont plus proches de ma génération et qui donc ont eu affaire directement au communisme quand il était encore au pouvoir, ou puissant, etc. Mais c'est vrai que la jeune génération est très déconnectée de cette histoire, qui est assez peu enseignée, il faut bien le dire, dans le secondaire, au niveau des programmes scolaires, et dans l'université. Je dois dire que j'ai été amené à faire, dans une université catholique privée, le seul cours sur le communisme existant en France dans l'université, en tant que cours global, de la même manière qu'on a des cours sur le catholicisme, etc. Donc, je constatais que, voilà, je faisais le seul cours sur le communisme. Alors bien sûr, on a des spécialistes de l'Europe de l'Est qui font des cours sur l'Europe de l'Est, sur la Chine, etc. Mais un cours qui, par exemple, en troisième année de licence, prendrait l'ensemble du phénomène communiste, et pas seulement au XXe siècle, puisqu'il s'agit d'un phénomène beaucoup plus ancien, eh bien, voilà un premier élément du déficit que nous évoquions à l'instant. Alors, je voudrais d'abord rappeler, quelques mots, un peu conséquents quand même, que l'histoire de l'Europe au XXe siècle a été totalement, très fortement marquée par le communisme, et de deux manières. Elle a été marquée à la fois par des traumatismes très forts qui sont intervenus sur les sociétés qui ont eu à le subir directement. Elle a été marquée par des amputations, j'y reviendrai, puisque le communisme a carrément amputé l'Europe successivement de plusieurs de ses parties, mais, il ne faut jamais l'oublier, cette Europe a aussi été très fortement marquée par un espoir communiste, parce que François Furet appelait le charme universel d'octobre. Il ne faut jamais l'oublier, on a toujours eu ces deux dimensions, ce qui s'est finalement révélé une formidable illusion, mais néanmoins une illusion qui a eu un impact considérable sur notre continent pendant des dizaines d'années. La prise de pouvoir par les bolcheviks, en effet, a suscité de très grands espoirs révolutionnaires et utopiques dans toute l'Europe dès les années 20, et on a vu se créer des partis communistes dans tous les pays d'Europe, tout de suite. Dès 1919-1920, il y avait des partis communistes dans tous les pays d'Europe.
Et ces espoirs ont été redoublés, d'abord dans les années 30, en surfant en particulier sur le thème de l'antifascisme, avec le Front populaire, avec la guerre d'Espagne, la mythologie des brigades internationales, etc., etc. Et puis ensuite, en dépit d'un épisode un peu douteux, sur lequel je reviendrai, qui est le pacte germano-soviétique, eh bien, cet épisode a très vite été occulté, et les espoirs communistes ont atteint quasiment leur acmé en 1945-46, après la victoire sur l'Allemagne nazie, avec une formidable expansion du communisme dans toute l'Europe orientale, évidemment, centrale et orientale, puisque l'armée rouge et les pouvoirs communistes commençaient à s'occuper sérieusement de ces pays, mais aussi, ne l'oublions pas, avec la formation de très puissants partis communistes en Europe de l'Ouest. En France, nous sommes bien placés pour le savoir, mais les Italiens aussi ont connu ce phénomène, les Grecs ont connu ce phénomène, et il y avait encore des morceaux assez importants qu'on a retrouvés dans les années 70, par exemple au Portugal. Donc, véritablement, un phénomène de puissance communiste qui s'est généralisé après 1945 et qui ne fonctionnait pas seulement sous l'effet de la contrainte, mais qui fonctionnait très fortement sous l'effet des espoirs qui se sont révélés des illusions. Parce que finalement, dès ces années 20, 30 et 40, la réalité fondamentale du communisme, même si elle a été masquée par la propagande soviétique, même si elle a été masquée par la passion communiste qui portait beaucoup de gens, de militants en particulier, eh bien la réalité, dès ce moment-là, était tout à fait autre. Il s'est agi d'un phénomène de destruction de l'essentiel des valeurs qui avaient fondé l'Europe et qui avaient fondé son progrès démocratique et qui avaient fondé son progrès économique et social. Alors je voudrais d'abord évoquer ce que j'appelle les trois fractures européennes dont le communisme s'est, je dirais, rendu responsable et coupable. La première fracture et la première amputation, c'est celle de 1917. On a trop tendance à l'oublier. C'est une rupture dans l'histoire européenne, c'est une rupture révolutionnaire, mais une rupture révolutionnaire d'un certain type. C'est-à-dire que c'est une rupture révolutionnaire de type totalitaire, ce qui peut être très différent d'une rupture révolutionnaire de type, par exemple, démocratique. Sur ce point, il y a discussion, bien entendu, il y a débat, et même débat assez ardu. L'une des premières qui a réfléchi sur cette question, c'est évidemment Hannah Arendt. Or, vous le savez, Hannah Arendt a surtout réfléchi sur les origines du totalitarisme en ce qui concernait le phénomène de l'impérialisme, dans quelle mesure ce totalitarisme était issu de certaines pratiques impérialistes des grandes métropoles de la fin du XIXe siècle, et elle a aussi réfléchi sur l'antisémitisme qui s'était évidemment très fortement manifesté dans le cas de l'Allemagne nazie. Mais finalement, elle n'est pas allée plus loin. Vous ne trouverez pas dans ces trois énormes volumes sur les origines du totalitarisme pratiquement le moindre mot sur Lénine. Elle veut bien faire remonter le totalitarisme soviétique à Staline, mais Lénine a disparu pratiquement de son champ de vision, ce qui est intéressant à constater. Un autre penseur important qui a orienté aussi très largement les débats historiographiques, surtout dans les 10-15 dernières années, c'est cet historien américain George Moss, qui, lui, a insisté sur ce qui aurait été l'une des origines de ce totalitarisme, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale aurait provoqué ce qu'il appelle une brutalisation des sociétés européennes, et c'est de cette brutalisation serait finalement fondamentalement sorti le totalitarisme communiste d'abord, puis nazi et fasciste. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ces deux auteurs, Arendt et Moss, sont tous les deux des juifs allemands qui se sont enfuis, donc qui ont fui le nazisme, qui ont donc eu une certaine vision de ce totalitarisme, qui est d'abord une vision par le biais de l'Allemagne nazie. Et donc, on comprend bien que c'est sans doute une des raisons qui fait que manque un élément fondamental dans cette interprétation. Donc, pour ma part, je travaille, je ne dirais pas que je milite, mais quand même, il faut se battre pour faire bouger un peu les lignes historiographiques. Je milite très clairement pour que la notion de totalitarisme remonte très, très directement à Lénine. Je considère que Lénine est l'inventeur
de ce phénomène politique, qui, je vous le rappelle, n'existait pas jusque-là. Le mot totalitaire, l'adjectif totalitaire est apparu en 1923 seulement. On était donc confronté à un phénomène tout à fait inédit, et c'est ce phénomène inédit qui a véritablement bouleversé l'Europe, puisque Lénine a d'abord inventé ce petit noyau totalitaire qui était quasiment un petit noyau en éprouvette, qui est le parti bolchevique d'avant 1917, qui est un petit groupe de quelques milliers d'individus, mais où on a déjà là toutes les données de base de ce qui sera le totalitarisme. Et puis ensuite, pendant l'année 17, ce petit groupe, ce petit noyau sort de son éprouvette et devient déjà un mouvement de masse, avec déjà 150 ou 200 000 personnes qui sont derrière. Puis tout de suite après, dès le 7 novembre 1917, avec la prise de pouvoir, la création du premier parti État totalitaire. Alors tout ça se fait dans la foulée, tout ça est à la fois pensé au préalable en ce qui concerne les principes, puis improvisé dans la réalisation, mais néanmoins avec un grand succès, puisque finalement, dès 1922, cette URSS est stabilisée, elle est reconnue, déjà elle commence à être reconnue par certains pouvoirs, et surtout, il y a un homme qui va prendre la succession, qui va porter le projet, c'est le fameux Staline, qu'on nous a très longtemps présenté comme une espèce d'apparatchik un peu abruti, et passant son temps à bambocher la nuit. Là aussi, je milite très fortement contre cette image absurde. J'ai fait il y a quelques années une communication à l'Académie des sciences morales et politiques sur Staline, que j'ai présenté textuellement comme le plus grand homme politique du XXe siècle. Bon, même M. Raymond Barre avait ouvert un œil en se demandant ce qui se passait, mais là aussi, je serai très ferme sur ce point. Malheureusement, ce système mis en place par Lénine a été développé, systématisé, généralisé par un homme qui, sur le plan des capacités politiques, était très largement au-dessus de tout le monde, et d'énormes capacités politiques. Alors même si c'est un très grand criminel, il faut aussi examiner l'autre aspect, c'est-à-dire ses capacités politiques, qui sont confirmées, enfin que nous découvrons et qui sont confirmées tous les jours par l'ouverture progressive des archives de Moscou, des archives de l'Est, etc., et où nous voyons un homme qui est un très grand professionnel, de très grande capacité, et qui travaille 18 heures par jour, et qui ne prend jamais de vacances, et qui vérifie tout, qui contrôle tout, c'est l'œil du maître, qui a une mémoire d'éléphant, donc, et qui en plus pratique une terreur qui lui permet de faire marcher les gens relativement au pas. Et il est bien évident que si cet homme n'avait pas eu ces capacités, le système n'aurait pas survécu, qui était un système mondial, j'y reviendrai, le système n'aurait pas survécu pendant 40 ans après sa mort. Il se serait évidemment effondré beaucoup plus vite. Donc, voilà ce premier point. Je crois que le premier moment, le premier impact du communisme sur l'Europe, c'est cette première amputation qui intervient à partir de 1917, mais surtout au cours de la guerre civile et ensuite en 1921-22, qui est d'une certaine manière le fait que la Russie, qui était quand même très largement orientée vers l'Ouest, va se replier, va se refermer, on va la refermer, on va progressivement empêcher les gens de l'extérieur d'y rentrer, on va progressivement empêcher les gens qui sont à l'intérieur d'en sortir, et donc la Russie se constitue comme une espèce de corps à part, qui se découple complètement de l'Europe, avec laquelle elle était quand même fortement associée depuis déjà plusieurs siècles. Deuxième grande amputation, alors là, spectaculaire, j'ai envie de dire, c'est l'amputation qui s'est produite entre 1939 et 1941, à la suite de la fameuse alliance entre Hitler et Staline, et qui là a eu des conséquences, et a toujours, je pense aujourd'hui, des conséquences très sérieuses. Ça a d'abord été, il faut le rappeler, je crois, la destruction de l'Europe des nations. Le grand phénomène européen du XIXe siècle, c'est la montée des nationalités. La période 39-41, c'est la destruction de ces nationalités. Alors, vous allez me dire, oui, mais en 1918, on a quand même eu 4 empires qui se sont effondrés. Bon, les Romanov, les Habsbourg, les Hohenzollern, l'Empire ottoman. Oui, sauf que de cet effondrement était justement sorti, grâce à l'application du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, étaient sortis de nombreux États indépendants, certains démocrates,
démocratiques, avec régimes démocratiques, d'autres avec des régimes semi-démocratiques, d'autres avec des régimes plutôt autoritaires, mais enfin globalement, on a vu émerger une nouvelle Europe après 1918, même s'il y avait, bon, vous savez, beaucoup de problèmes de frontières, de délimitation, etc. Mais néanmoins, on a une image de l'Europe qui est apparue, qui finalement ressemble beaucoup à l'image d'aujourd'hui. Or, cette image a été détruite en 1939, 40, 41, puisque d'un seul coup, les deux grandes puissances alliées et totalitaires, l'Allemagne et l'URSS, ont détruit la Pologne, excusez du peu, bon, vous me direz, les Polonais sont habitués, c'était déjà... hein, bon, ils n'étaient pas à leur premier partage, les États baltes, l'Albanie, une partie de la Roumanie, ensuite la Yougoslavie, donc vraiment toute une partie de l'Europe dont la dimension nationale est détruite. Et détruite par ces grands régimes totalitaires. Deuxième élément que je voudrais souligner, parce qu'il est là aussi très important, même si je sais bien que, comme on dit politiquement incorrect, c'est la destruction, ou la volonté de destruction de l'Europe chrétienne. C'est-à-dire d'une Europe où il y a l'idée très forte de l'appartenance des individus à quelque chose qui s'appelle l'humanité. Hein, et en allant même un peu plus loin, au caractère sacré de la vie humaine. Or, les deux grands régimes totalitaires, je laisse de côté le fascisme italien pour ne pas entrer dans des considérations plus compliquées, les deux grands régimes totalitaires ont clairement affirmé leur opposition à cette idée de l'appartenance de tous les individus à une humanité. Hein, ils ont promu une idéologie ou des idéologies qui justifiaient au contraire le rejet de catégories sociales ou de catégories dites raciales de l'humanité et donc de leur extermination. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui a très fortement marqué. Alors c'est bien ressenti en ce qui concerne le nazisme, ça l'est beaucoup, beaucoup moins en ce qui concerne le communisme. Je voudrais... bon, on pourra en parler dans le débat, mais bon, simplement citer qu'il y a encore 3 ans, une professeure d'université, professeure d'histoire contemporaine à Paris, etc., a créé un site internet pour expliquer qu'il n'y avait pas eu de famine en Ukraine en 1932-33, par exemple. Bon, on est là en plein négationnisme, il faut appeler les choses par leur nom, et je le dis d'autant plus clairement que je l'ai publié, j'ai critiqué publiquement cette dame en la traitant de négationniste, bien entendu, elle s'est bien gardée de me traîner au tribunal parce qu'elle savait que j'avais préparé des munitions. Bon. Bah oui, mais bon. Non, mais il faut se rendre compte que le débat historiographique est véritablement, Dominique Régnier a été modéré, je dirais, dans ses appréciations. Le débat historiographique est particulièrement dur, hein, et on se heurte vraiment à des oppositions très fortes sur ces questions. Troisième point sur lequel cette deuxième phase a très fortement marqué l'Europe, c'est la destruction, la volonté claire de destruction de l'Europe des Lumières. C'est-à-dire de la destruction d'une idéologie du respect de la personne humaine, des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de l'état de droit en général, hein, auquel se confronte une idéologie totalitaire qui nie radicalement les droits de l'individu. L'individu n'est rien, le pouvoir est tout, hein, et d'ailleurs on verra sur le terrain comment ce sera appliqué. C'est évidemment donc la volonté de destruction de l'Europe démocratique. Hein. Le mouvement démocratique a été un des grands phénomènes de l'Europe, en particulier dans la deuxième moitié du XIXe siècle et avant 1914, et même entre les deux guerres. Or, cette idée démocratique, c'est quoi? Ça repose d'abord sur l'idée de la limitation des pouvoirs. Or, évidemment, les systèmes totalitaires reposent sur le principe tout à fait inverse, qui est l'idée du pouvoir illimité. C'est d'ailleurs la définition la plus simple que Hannah Arendt donne du totalitarisme, une volonté de domination totale, non seulement sur l'État, comme ça se fait dans toute dictature digne de ce nom, mais de volonté de domination totale sur la société, ce qui est encore tout à fait autre chose, hein, et qui est précisément l'une des caractéristiques du totalitarisme. Mais c'est aussi la destruction d'une Europe reposant sur une économie de marché. Et sur une économie de marché qui n'est pas nouvelle. Je veux dire, on a eu à Paris, il y a une dizaine d'années, une très belle exposition sur l'Europe au temps d'Ulysse, à l'âge du bronze,
on constate qu'à l'âge du bronze, 1500 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà des échanges commerciaux considérables de la mer Noire jusqu'au fin fond de l'Irlande, et en remontant vers la Norvège et en descendant évidemment jusqu'à la Méditerranée. Donc, voilà un espace, l'Europe était un espace globalement de libre circulation des hommes et des marchandises, et bien entendu, les régimes totalitaires étaient des régimes d'autarcie, des régimes de fermeture des frontières, des régimes d'économie administrée, et allant, dans le cas du communisme, jusqu'à la suppression générale de la propriété privée. Et si on regarde bien rétrospectivement, alors je sais bien que rétrospectivement, on a en tête 1945, l'Allemagne nazie écrasée, tout va bien, ça y est, bon, hein, l'avenir radieux. Mais enfin, si on se reporte seulement quelques années en arrière, si on se reporte tout simplement en 1940-41, et même globalement jusqu'au 6 juin 1944, c'est-à-dire au débarquement de Normandie, on a un gigantesque espace qui va de l'Atlantique au Pacifique, qui est entièrement sous le contrôle de ces grands régimes totalitaires. Si Hitler n'avait pas fait, entre guillemets, la bêtise d'attaquer Staline, qui en a d'ailleurs été fort surpris, les choses auraient pu durer comme ça, combien de dizaines d'années, l'Europe aurait pu être entièrement détruite par ces deux phénomènes. Et évidemment, au cours de cette période de 39-41, l'Union soviétique, hein, vous le savez, s'est appropriée tout simplement 3 États baltes, un bon morceau de la Roumanie, un petit morceau de la Finlande, enfin bref, la moitié de la Pologne, bien entendu. Hein, Staline a fait son marché avec un grand caddie, il était très gourmand, et il a étendu le système soviétique, puisque, vous connaissez sa phrase fameuse, là où mes armées arrivent, j'installe mon système social. Son système social, c'est le totalitarisme. Il a donc soviétisé tout simplement les régions qu'il a occupées. La troisième amputation, c'est celle qui intervient précisément au moment où on pense que, ça y est, la démocratie est victorieuse, le nazisme est écrasé, 1945, la libération. Or, ce mot libération qui, chez nous, signifie un moment joyeux, même si on sait qu'après la libération, c'était un peu moins joyeux, parce que l'économie était quand même largement détruite, et il fallait, on revenait au rationnement, etc., peu importe. Mais, globalement, c'était quand même un moment de vraie libération, et de retour à la liberté. Tandis que, pour la plupart des peuples d'Europe de l'Est, cette libération, entre guillemets, a été marquée au contraire par une perte des libertés, par une occupation, par une soviétisation de ces pays, et là encore, on a eu des phénomènes très lourds, l'annexion pure et simple à l'URSS, annexion en principe définitive, des États baltes, de la Bessarabie, de la Bucovine du Nord, de la Ruthénie subcarpatique, et d'une petite partie de la Finlande. Bon. Et puis on a eu la satellisation de ce qu'on a appelé ensuite les démocraties populaires, avec l'instauration, soit immédiate, soit progressive, de ce type de régime totalitaire, dont je rappelle les caractéristiques principales en 2 mots. Monopole politique du parti unique, fondamental, destruction de toutes les instances de la société civile, qu'il s'agisse des autres partis politiques, qu'il s'agisse de toutes sortes d'associations, qu'il s'agisse des églises, etc. Monopole évidemment de tous les moyens d'expression et idéologie unique et obligatoire. Monopole dans le cadre du communisme de tous les moyens de production et de distribution, ce qui est très important puisqu'à partir du moment où un pouvoir contrôle tous les moyens de production et de distribution, il a un moyen de chantage considérable sur l'ensemble de la population. C'est bien évident. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et puis évidemment, application de la terreur, puisque sans terreur, ces régimes n'auraient jamais tenu, n'auraient jamais réellement fonctionné, avec au bout la volonté de contrôler totalement les sociétés et de leur imposer un pouvoir et des décisions de ce pouvoir. Ce type de dispositif s'est évidemment prolongé et durci pendant la période de guerre froide, surtout dans la période
48-53, qui a été la plus dure pour tous ces pays, hein, avec y compris à la clé le fameux blocus de Berlin, mais aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, et dont on voit les effets encore aujourd'hui. Hein, on les voyait encore il y a quelques semaines en Grèce. La guerre civile grecque, hein, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas démarré en 1946, mais a démarré en 1943 en pleine résistance, hein, où les communistes ont décidé, à ce moment-là, de s'emparer du pouvoir. Et contrairement à ce qu'on croit, là encore, hein, nous avions un séminaire à Paris il y a quelques semaines avec un collègue grec qui est en train d'entrer dans les archives d'Europe de l'Est, hein, où on voit qu'on a laissé dire que finalement Staline avait laissé tomber les communistes grecs, etc. Vaste plaisanterie. Maintenant qu'on a les documents, on voit les millions de dollars que Staline a consacrés à cette guerre civile grecque jusqu'en 1949, les armements, les cargos, avec le nom de tous les cargos, avec le détail de tous les chargements, etc. Hein, et toutes les démocraties populaires ont été contraintes par Staline à consacrer des capitaux importants au soutien des communistes grecs, jusqu'au moment où, bon, pour des raisons internationales, Staline a dit, bon, on n'y arrivera pas, on arrête pour l'instant. Se sont donc instaurés dans tous ces pays d'Europe de l'Est, et bien entendu en URSS, des dictatures avec un régime totalitaire qui a d'abord été un régime totalitaire de ce que j'appelle de haute intensité, c'est-à-dire où véritablement le régime exprimait toutes ses potentialités, si je puis m'exprimer comme ça, exprimer toutes ses potentialités, en particulier ses potentialités idéologiques, ses potentialités terroristes. Hein, pratiquement partout, la phase initiale de prise de pouvoir a été la plus dure. C'est le moment où la terreur a été appliquée avec le plus de férocité, hein, et avec un principe très simple qui était en gros qui n'est pas avec nous et contre nous, et qui est contre nous sera tout simplement écrasé par la force. Parce que il faut quand même, là encore, revenir sur une autre légende, qui est cette idée très répandue que finalement, ces régimes de démocratie populaire se sont installés de manière naturelle, pratiquement sans difficulté. Hein, et ce sont évidemment des légendes qui ont été colportées par la propagande communiste pendant des décennies. Hein. Or, les archives commencent à s'ouvrir un petit peu partout, et nous commençons à beaucoup mieux voir dans quelles conditions exactes ces régimes se sont installés. Ils ne se sont pas du tout installés de manière naturelle, harmonieuse et sympathique. Hein. Ils se sont installés dans la plus grande violence, avec un objectif prioritaire pour les communistes qui était la marginalisation, voire l'extermination de toutes les élites traditionnelles, on appellerait les élites traditionnelles, méthode qui avait déjà été appliquée évidemment en URSS et qui avait été appliquée massivement dans les régions occupées par l'armée rouge dès 1939 et dès 1940. Rappelons simplement un exemple. Nous avons maintenant une très belle étude sur la soviétisation de l'Estonie. Eh bien, en Estonie, les chiffres nous indiquent qu'entre 1940, donc juin 40, le moment où l'armée rouge est entrée en Estonie, et 1946, le moment où l'armée rouge est revenue en 1944 jusqu'en 1946 et a assuré cette prise de pouvoir et cette soviétisation, plus de 17% de la population a été soit assassinée, soit déportée en URSS, hein, ce qui pour la France d'aujourd'hui, donnerait un chiffre de plus de 10 millions de personnes. Donc, il faut imaginer le traumatisme, l'impact énorme que ça peut avoir sur une société. Ce qui est stupéfiant, c'est que le million et quelques d'Estoniens aient réussi à résister à ce traumatisme, hein, et était un des plus virulents pour retrouver son indépendance entre 89 et 91. La Bulgarie, un pays très étonnant, la Bulgarie était un des rares pays de l'Europe centrale et orientale qui n'était pas en guerre avec l'URSS pendant toute la période de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Ça n'a pas empêché l'armée rouge d'y pénétrer, et puis ça ne l'a pas empêché d'exterminer massivement les élites, parce que nous apprenons maintenant qu'environ 30 000 personnes, hein, ont disparu en Bulgarie entre septembre et décembre 1944. 30 000 personnes, comme par hasard, tout l'ancien personnel politique,
toute la direction de l'armée, toute la direction de la police, une bonne partie de la direction de l'économie, bon, bref, ce qu'on appelle traditionnellement les élites, les cadres de la nation. Hein, on sait très bien la manière dont Staline a traité la Pologne dès 1939, hein, avec le fameux ordre du 5 mars 1940, l'assassinat des officiers à Katyn et ailleurs. Hein, donc ce sont des méthodes systématiques, hein, qui ont été appliquées dans d'autres pays. Alors en Roumanie, les choses ont été plus difficiles, mais néanmoins, c'est quand même extraordinaire. En Roumanie, le Parti communiste compte quelques centaines de personnes en 1944 avant l'arrivée de l'armée rouge. Bon, 2 ans plus tard, ces quelques centaines de personnes se sont emparées du pouvoir contre l'avis évident d'une grande partie de la population. En RDA, alors c'est extraordinaire, quand le livre noir du communisme a été publié, nous sommes passés vraiment pour des historiens presque ridicules, puisqu'il n'y avait pratiquement rien sur la RDA. La RDA était un pays merveilleux, où il n'y avait pas de répression, pas de terreur, rien du tout, c'était formidable. Oui, pour une raison très simple, c'est vrai. Les autorités, la police politique, la Stasi, finalement avaient eu très peu de travail à faire, puisque en RDA, qui était zone d'occupation soviétique, c'est tout simplement les soviétiques qui s'étaient occupés du travail. Hein, dès 1945-46, y compris en réutilisant des camps nazis bien connus, hein, dans lesquels on a fait périr nettement plus de 100 000 personnes en tout cas, dont beaucoup de gens qui étaient des sociodémocrates, des démocrates, des libéraux, des catholiques, etc. Donc, on a ce phénomène de mise en place d'un dispositif de répression extrêmement puissant, du quadrillage de la population, du fichage complet de la population tel que ça avait été mis en œuvre en Russie dès 1918-1919. J'ai retrouvé récemment un chiffre, alors on dit toujours la Stasi, etc. Oui, c'est vrai, la Stasi, c'était ce qui se faisait de mieux. Bon, mais j'ai retrouvé récemment un chiffre. Pour la Pologne, dès 1952, la police politique communiste avait fiché plus de 5 millions de Polonais sur une population totale de 26 millions, y compris les enfants de 6 jours. Donc 5 millions étaient fichés comme ennemis réels ou ennemis potentiels du régime. Donc, vous imaginez, c'est quand même extrêmement stupéfiant. Autre point qu'on a tendance à oublier, c'est l'enfermement des populations. Il faut quand même rappeler que ces populations ont été enfermées chez elles pendant des dizaines d'années. Alors, enfermées avec des serrures plus ou moins bloquées. Hein, bon, évidemment, en URSS, il était beaucoup plus difficile de sortir de l'URSS. Bon, d'Europe de l'Est, il a été plus facile de sortir à certains moments. Mais bon, combien avez-vous rencontré d'Albanais dans les années 40, 50, 60, 70, 80, sortant librement de leur pays? Moi, je n'en ai pas rencontré. Et quant à aller visiter l'Albanie en dehors d'un cadre strictement contrôlé, c'était fort difficile. Donc, je crois qu'il faut rappeler ce phénomène d'enfermement, hein, qui peut paraître secondaire, entre guillemets, mais qui n'est pas du tout secondaire, qui est un phénomène central de modelage de la psychologie collective des populations qui ont été enfermées aussi longtemps. Autre phénomène très important, c'est évidemment la censure et la désinformation, puisque tous les moyens d'information étant sous le contrôle des pouvoirs, comment les populations pouvaient-elles s'informer, réfléchir, apprendre sur ce qui se passait à l'extérieur, dans le monde, etc. Hein, là encore, très difficile, et d'où le rôle de choses, de phénomènes qui pouvaient paraître un petit peu folkloriques au départ, mais dont on sait qu'ils jouaient un rôle très important, comme par exemple la fameuse Radio Free Europe, hein, qui diffusait de l'information, qui permettait aux populations enfermées qui entendaient ces informations de respirer un petit peu, c'est-à-dire d'avoir des bouffées de vérité, parce que finalement, là aussi, grand problème de ces régimes totalitaires, la disparition de la notion de vérité, ou alors, ça n'est plus que vérité officielle, et dans ces conditions, il n'y a plus de vérité du tout. Hein. Enfin, dernier point que je voudrais souligner, c'est le phénomène des exils. Là aussi, des phénomènes qu'on tient pour secondaires, mais qui sont très importants. Hein. Rappelons un seul exemple, la Hongrie 1956. Hein. Après
après l'écrasement de la révolution hongroise par les armées du pacte de Varsovie, eh bien, en quelques semaines, 200 000 Hongrois ont quitté le pays, dans un pays qui faisait 8 millions d'habitants. Donc vous rapportez ça à la France d'aujourd'hui, je ne suis pas fort en maths, mais vous voyez, ça fait tout de suite. Et comme par hasard, vous vous doutez que ça n'est pas les personnes les plus âgées, les plus gravataires, les plus fatiguées, etc., qui prennent le risque de quitter leur pays en plein hiver, dans la neige, avec des enfants, etc. C'est évidemment la partie la plus dynamique de la population qui considère que ça n'est plus possible de vivre dans ces conditions et qu'il faut se sauver. Mais évidemment, c'est une formidable déperdition pour la nation elle-même. Donc, on a été là, entre 44-45 et 53-56, dans des périodes de totalitarisme de haute intensité, où véritablement les régimes ont tenté d'imposer complètement leurs projets utopiques, la collectivisation, l'industrialisation lourde, accélérée, forcée, l'idéologie obligatoire, etc., avec la terreur à la clé. Et puis après 56, on a assisté à ce que j'appelle un totalitarisme de basse intensité, c'est-à-dire qui est moins violent, qui va moins loin dans l'application de ses principes, mais qui néanmoins reste du totalitarisme, et surtout est géré par les mêmes personnes. Hein, il ne faut jamais oublier ça. On nous parle de déstalinisation. J'ai envie de dire, c'est une vaste rigolade. Hein, vous prenez l'URSS, quelle déstalinisation, en portant à la tête du parti M. Khrouchtchev, qui est couvert de sang maintenant que nous avons beaucoup d'archives sur Khrouchtchev. Il y a une très bonne biographie sur Khrouchtchev par un Américain Kaufman. Cet homme est couvert de sang des pieds à la tête. Il faut quand même rappeler que Khrouchtchev, c'est l'homme qui a inauguré la Grande Terreur à Moscou, qui a tellement bien réussi que Staline en a fait son chouchou, il l'a envoyé prendre en main l'Ukraine, où ça se passait mal. Hein, il est arrivé début 38 en Ukraine, et là, la Grande Terreur a commencé à faire des dégâts. Et puis la Pologne orientale, quand elle a été annexée à l'Ukraine. Qui s'est occupé de cette annexion? M. Khrouchtchev. Qui s'est occupé de faire déporter plus de 60 000 personnes qui étaient les familles des officiers polonais? M. Khrouchtchev. Les femmes et les enfants essentiellement. Donc, quand on dit, au même moment, quand M. Khrouchtchev a donc pris la direction du parti et a fait ce fameux 20e congrès avec ce fameux rapport secret dénonçant Staline, qui était à la tribune à sa droite? Le nouveau chef du KGB, M. Ivan Serov, un homme couvert de sang des pieds à la tête, responsable de la plus grande opération de déportation de l'histoire mondiale, je vous le rappelle quand même. Hein, en 5 jours de février 1944, 520 000 Tchétchènes déportés. On a mobilisé pour ça 100 000 hommes de troupes du NKVD, plus tous les trains, les camions, etc., en pleine guerre. Bon. Donc voilà, alors on nous dit déstalinisation, je dis, soyons sérieux 5 minutes. Oui, déstalinisation dans la mesure où on dénonce Staline, c'est-à-dire la partie la plus dure de ce type de régime, qui était une espèce de terreur tous azimuts, qui, évidemment, effrayait les responsables soviétiques eux-mêmes, puisque du soir au matin, un Molotov ou un autre très haut responsable pouvait très bien tomber dans la trappe et passer dans le hachoir. Hein. Et donc ces gens-là n'avaient pas envie de se retrouver dans cette situation. Mais pour le reste, hein, relisez de près le rapport secret de Khrouchtchev, il n'y a pas la moindre excuse. Hein, c'est tout à fait, et en particulier de la part de Khrouchtchev, qui était pourtant très fortement responsable de tout ça. Donc, on est entré dans un processus de totalitarisme de basse intensité, mais qui néanmoins a été ponctué par des révoltes bien connues, je ne vais pas les rappeler, donc la Hongrie en 56, la Tchécoslovaquie en 68, la Pologne en 80, avec la création de Solidarność, hein, et une Pologne. Alors, évidemment, la Hongrie a été écrasée. Alors, là, il y a une question d'échelle. La Hongrie, 8 millions d'habitants, elle n'a pas pu résister. 3 000 morts, 200 000 exilés, terminé. Bon. La Tchécoslovaquie, elle, les Tchèques, prenant la leçon de la Hongrie, ont décidé de ne pas opposer de résistance armée, mais néanmoins, le printemps de Prague a été totalement écrasé, le pays a été normalisé et est tombé dans une espèce de dépression, en fait, hein, une dépression collective d'un pays qui comprend que bon, il n'y a pas d'issue. Hein, et on ne s'en sortira pas. Les Américains ne viendront pas nous délivrer, il faudra vivre comme ça jusqu'à quand, on ne sait pas. Hein. Alors, reste la Pologne, parce qu'on peut s'interroger, pourquoi est-ce que Solidarność, finalement, a pu émerger? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, ce mouvement
énorme, la société polonaise n'a pas été écrasée immédiatement, mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut rappeler, parce que tout ça est quand même question de rapport de force. D'abord, la Pologne avait une population beaucoup plus importante que les autres pays d'Europe de l'Est. Hein, c'était environ 38 millions, hein, plus de 35 millions, bon, bref, une masse importante. Et je voudrais rappeler cette remarque de Khrouchtchev lors de son rapport secret de 1956. À un moment donné, l'un des seuls moments où il aborde les crimes de masse, il parle de l'Ukraine, sans rappeler qu'il en était le patron d'ailleurs. Et voilà ce qu'il dit. Hein, Staline voulait déporter tous les Ukrainiens, mais les Ukrainiens, je le cite, n'évitèrent ce sort que parce qu'ils étaient trop nombreux. Ah oui, bon, là il y a un problème d'échelle. Hein, quand il faut déporter 500 000 Tchétchènes, ça va. Et quand on a 35 millions de Polonais, c'est plus compliqué. Hein, 38 millions d'Ukrainiens, c'est pareil. Hein, donc, ils étaient trop nombreux et qu'il n'y avait pas d'endroit où les déporter. Ah ben oui, c'est vrai. Il faut aussi penser à ce petit détail. Où va-t-on les transporter, hein? Et il conclut, sinon, ils auraient été déportés aussi. Je vous rappelle que dans le compte-rendu officiel, hein, tel qu'il a été publié, on signale entre parenthèses qu'à ce moment-là, rire dans la salle. C'est pour vous dire aussi le degré de moralité de cette sympathique assemblée anti-stalinienne. Il est probable aussi qu'il y avait en Pologne une société moins déstructurée qu'ailleurs par la répression, en particulier à cause du rôle de l'Église catholique, qui a toujours été une espèce de colonne vertébrale, d'épine dorsale, et qu'il y a eu cette espèce de moment incroyable, hein, où rentrant chez moi un soir, j'ouvre la télé, et je découvre que l'Église catholique a élu un pape polonais. Là, j'ai dit, ils ont 2000 ans d'âge, mais ils se portent encore pas mal. Hein, bon, c'était évidemment très étonnant, et ce pape a joué incontestablement un rôle très important avec sa visite de 79 et surtout sa visite de 83 en Pologne, où il envoyait un message à la société qui était un message de résistance et de solidité. C'est aussi une société qui, il faut le rappeler, était experte en résistance, hein, parce qu'il faut quand même voir ce qu'a été la résistance polonaise au nazisme pendant la guerre. C'était quand même un véritable État clandestin qui avait été organisé. Hein, et donc les Polonais avaient cette espèce de culture de la résistance qui était très forte. Puis un dernier détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même les Polonais, traditionnellement, étaient assez anti-russes. Et donc un peu aussi anti-soviétique. Mais je voudrais là m'arrêter sur un point, parce que le cas de Solidarność est très intéressant, parce qu'il posait quasiment un problème insoluble qui avait été bien posé par Jacek Kuron, donc l'un de ces grands dissidents polonais qui était un des leaders, qui avait rejoint, hein, quand il y a eu une espèce de convergence entre le mouvement étudiant, le mouvement des intellectuels et le mouvement ouvrier de Solidarność. Jacek Kuron, en novembre 80, avait souligné, je le cite, la nécessité de conserver ce que l'on appelle le rôle dirigeant du parti, à savoir la domination sur l'administration centrale, la police et l'armée. Et il cherchait une voie stratégique pour Solidarność. Donc voilà ce qu'il disait. Nous devons créer un modèle tout à fait nouveau, fondé sur le compromis. Donc un compromis avec le Parti communiste au pouvoir. Hein, il s'agit de déterminer ce qui relève de la politique intérieure de l'État par la négociation. Cette limitation du pouvoir des communistes peut conduire à reprendre entièrement ce qui relève de la politique, etc. Mais nous n'avons pas le droit de transgresser la limite qu'est le renversement du pouvoir communiste central. Alors là, on est tout à fait au cœur du problème. Hein. Comment imaginer qu'on peut limiter le pouvoir des communistes? C'est tout à fait étonnant, puisque précisément le principe de base de ce type de pouvoir, c'est que c'est un pouvoir sans limite. Donc on est là au cœur de la contradiction fondamentale. Hein. Comment sortir de ce type de dispositif? Voilà une question qui a été très, très discutée. Maintenant, un point que je voudrais aborder, c'est que pendant toute cette période, pendant toutes ces décennies, où dans la réalité, on avait de la répression, de la terreur, de la contrainte, de l'enfermement, de la désinformation, rappelons que tout ça se faisait au nom du progrès. Au nom du progrès social, au nom du progrès économique, au nom de la modernisation de ces pays. Mais de quel type de modernisation parlons-nous? Parce qu'il faudrait quand même que les mots aient un sens. En réalité, on est dans une modernisation tout à fait archaïque et qui s'oppose très largement à ce que nous appelons la modernité. Le communisme a maintenu dans ces pays, et en particulier
en URSS et en partant de la société russe d'avant 17, a maintenu ce type de société communautaire, holiste, comme on l'appelle d'un mot barbare un peu en sociologie, qui est une espèce de société communautariste, collectiviste, qui est en fait la société traditionnelle relativement archaïque et qui est très en décalage avec les processus de modernité de l'Europe tout au long du XVIIIe, du XIXe siècle et du XXe siècle bien longtemps. Autre problème très intéressant qui a donné l'impression de cette modernité, c'était la planification économique. Ah, ça c'était formidable. Il n'y a pas un pays capitaliste qui pouvait, pas un pays libéral qui pouvait rivaliser avec cette rationalité de la planification. Planification mise en œuvre par une bureaucratie. Bon. Le problème, c'est que là encore, on joue sur les mots. Quand Max Weber parle de bureaucratie rationnelle, il parle d'une bureaucratie rationnelle qui repose sur des principes de compétence clairement établis. Or, évidemment, les régimes communistes ont établi des bureaucraties qui reposaient sur des principes, non pas de compétence, mais de loyauté idéologique et politique, ce qui est tout à fait autre chose, et qui explique d'ailleurs en partie les désastres économiques et sociaux auxquels on a assez largement assisté, parce qu'il faut quand même rappeler quelle était la situation économique et sociale en Europe de l'Est avant 1989. Bon, la Pologne, toutes ces années 80 en Pologne, très difficiles, pas de ravitaillement, etc. Bon, l'URSS, je ne vais pas revenir sur la situation de l'URSS qui est assez bien connue. La Roumanie de Ceausescu, une situation véritablement désastreuse pour la population. Désastreuse. L'Albanie, n'en parlons pas. La Moldavie, qui reste encore aujourd'hui, Albanie et Moldavie, qui restent deux des pays les plus détruits, les plus traumatisés par toute cette histoire. Alors on a un excellent cas de comparaison, c'est l'Allemagne, puisqu'on avait deux Allemagnes, qui n'étaient qu'une Allemagne avant 1945, et qui deviennent deux Allemagnes, ce qui permet quand même de voir un petit peu comment ça évolue. Alors je ne suis pas économiste, donc je ne ferai pas de grand développement, mais je suis quand même allé rechercher quelques chiffres. En 1988, on estime que le PNB par habitant pour la RDA était à peu près de 12 500 $. Bon. Oui, en RFA, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, le PNB était de moitié supérieur, 18 500 $. Or, la RDA était considérée comme la vitrine de ce qu'on appelait le socialisme réel. Je ne parle pas du reste, l'URSS, la Pologne, la Roumanie, l'Albanie étaient beaucoup plus bas. On estime qu'en 88, l'Albanie avait un PNB par habitant de 930 $. Vous voyez, les grands triomphes du socialisme, quand même, tout à fait étonnant. Autre élément très important, parce que c'est un élément fondamental pour le fonctionnement de l'économie de marché, c'est l'absence d'état de droit. Pas d'état de droit, une corruption généralisée, puisque sans corruption, le système économique ne fonctionnait pas, un affaissement des valeurs fondamentales sur lesquelles repose le progrès de toutes les sociétés depuis des siècles, que ce soit la responsabilité, le travail, l'effort. L'idée d'effort, ça c'est une chose, c'est la première chose qui m'a frappé en arrivant à Moscou en 92. Je rencontrais des Russes, pourtant des gens très sérieux, mais qui de toute évidence n'avaient aucune idée de ce que c'est qu'un effort. À quoi ça sert? Vous faites un effort ici, vous obtenez un résultat là-bas. Ça c'est quelque chose qui avait l'air tout à fait absent. C'est très étonnant. La notion de risque, l'idée qu'on puisse prendre des risques, sur le plan individuel, collectif, etc. Évidemment, la liberté de penser. Bon. Donc toutes ces valeurs ont été très largement détruites pendant ces décennies de communisme. On pourrait aussi évoquer d'un dernier mot la culture. Parce que quand même, la culture c'est important. Et quel progrès, puisqu'après tout on pourrait dire oui, le progrès économique était difficile, le progrès social était difficile, le progrès démocratique était difficile, mais le progrès culturel, quelle merveille. Ah bon, première nouvelle. Alors, évidemment, si on appelle culture le simple fait d'apprendre à lire, à écrire et à compter aux enfants et de former des techniciens, bon, ok, les régimes communistes ont formé des techniciens, c'est incontestable. Mais si on appelle culture l'ensemble de ce que j'appellerais l'ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation ou à une nation, et évidemment des hommes qui sont porteurs
de ces valeurs, bon, que sont-ils devenus? En URSS, on sait, ils ont été très largement liquidés, dès 1920 bien entendu, toute l'intelligentsia ukrainienne détruite dans les années 30, l'intelligentsia juive qui allait suivre le même chemin quand Staline a lancé ses campagnes antisémites à partir de 1948. Prenons l'Estonie dont je parlais tout à l'heure. Des bibliothèques entières détruites, livrées au feu pour qu'on impose les Russes. Hein. Ça continue aujourd'hui. On a eu en Moldavie, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, hein, M. Voronin, le président toujours très communiste de la Moldavie, qui a cherché à réimposer le russe. Qui a d'ailleurs provoqué des manifestations violentes d'une bonne partie de la jeunesse. Alors, ces gens porteurs de culture, soit ils ont été liquidés, soit ils ont été mis en camp. Je vous signale un livre qui vient de sortir aux éditions des Cirques, qui est très intéressant, un témoignage de Yuri Tchirkov, un jeune russe qui a été arrêté en 1935 à 15 ans, envoyé aux îles Solovki, qui était donc l'origine du goulag, et qui ensuite, quand les Solovki ont été liquidés, a été envoyé à Vorkuta. Or, ce garçon avait une très bonne mémoire, ce qu'il a d'ailleurs sauvé, et il a noté énormément des gens qu'il a croisés au Solovki et à Vorkuta. La crème de l'intelligence russe. Hein, des grands mathématiciens, des grands poètes, des grands chanteurs d'opéra, etc. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Et tout le monde a fini, évidemment, soit détruit, soit en relégation, etc. Évidemment, la censure générale qui ne facilite pas l'émergence de la culture. Hein. Je ne citerai qu'un exemple qui passe inaperçu, alors qu'on l'a eu à Paris il y a 3 semaines peut-être, ou un mois, je ne me souviens plus, hein, Shostakovich, le grand opéra de Shostakovich, Lady Macbeth de Mzensk, hein, qui était un grand opéra qu'il a écrit en 1930 ou 32 si je me souviens bien, qui a été présenté pendant un certain temps, jusqu'au moment où Staline l'a vu, en 1936. Et là, immédiatement, article dans la Pravda, ils l'ont signé, mais enfin bon, et condamnant cet opéra hein, comme musique pornographique. Bon. Et immédiatement, terminé, Shostakovich mis au placard, l'opéra mis au placard, etc. Alors tout ça a été raconté dans la presse française, mais on oublie le détail qui tue. Enfin, je me demande si les critiques qui ont écrit ça sont seulement allés voir l'opéra. Il se trouve que je suis allé le voir. Donc, tout le 3e et dernier acte de cet opéra se déroule entièrement dans le cadre d'une déportation. Hein. Tous les acteurs, les chanteurs, etc., c'est le récit d'une déportation, bien entendu, du début du 19e siècle, entre guillemets, mais enfin, dans la Russie de 1932, 33, 34, alors que le goulag était en train de s'ouvrir, qui pouvait ne pas penser qu'il s'agissait d'une allusion directe. Donc, c'est pas pour musique pornographique que Staline a fait interdire cet opéra. C'est évidemment parce que Shostakovich, qui avait écrit ça à 26 ans, il manquait pas d'air et de courage, ce garçon, avait mis carrément les pieds dans le plat, hein, et faisait un acte entier d'opéra représenté par des déportés partant en déportation. Bon. Donc voilà, mais ici, ça ne semble pas avoir frappé les esprits. On nous parle de la musique pornographique, ça passionne la musique pornographique, mais l'idée que c'était une allégorie évidente du goulag, ça n'a pas frappé. Phénomène culturel aussi en exil, pour la Pologne, le phénomène Cultura, hein, cette fameuse revue qui était ici, près de Paris, et qui pendant 50 ans a maintenu la pensée polonaise en exil avec tous les grands auteurs, Tchaikovsky, Gombrowicz, Erling, etc. Hein, bon, voilà des... Mais c'est pareil, Cultura, qui parle de Cultura, qui connaît Cultura? Bon, ça apparaît comme quelque chose de très marginal, alors que c'était quelque chose de fondamental pour l'intelligence polonaise et le maintien de cette intelligence polonaise. Donc, voyez-vous, c'est clair, je crois, bon, j'ai balayé largement divers thèmes, il est tout à fait clair que ces sociétés d'Europe de l'Est et de Russie ne pouvaient pas sortir indemnes traverser impunément ces gigantesques traumatismes qui leur ont été imposés, et aujourd'hui, tout ça semble assez largement oublié. Hein. Il y a là un héritage extrêmement lourd à assumer, à porter,
mais qui semble relativement oublié, et que, pour ma part, que j'ai touché du doigt, je dirais, quand, à partir de 1998, le livre noir du communisme étant traduit dans la plupart des pays d'Europe, à l'ouest et à l'est, je l'ai accompagné dans des réunions publiques très nombreuses et très agitées, j'ai envie de dire, hein, et où là j'ai pris vraiment conscience du fossé, du véritable fossé qui s'était créé entre ces deux parties de l'Europe. Je ne parle même pas de la Russie, parce que ça, je ne suis pas allé accompagner le livre noir en Russie. Bon, je ne sais pas ce qui me serait arrivé, mais bon, en tout cas, je n'y retourne plus depuis déjà pas mal de temps, parce que bon, le climat, je trouve, est assez malsain. Je me suis aperçu rapidement que j'étais sous surveillance permanente dans les archives, etc. Bon, donc, c'est pas la peine de... J'avais ramassé suffisamment de documents pour travailler, mais en tout cas, j'ai pris conscience de ce fossé, qui est un phénomène de ressentiment extrêmement important, hein, auquel on assiste, ressentiment qui se marque au niveau de la mémoire, hein, dans toutes ces réunions publiques. En gros, il y a eu deux thèmes. Hein, c'est premièrement, à Yalta, vous nous avez laissé tomber, vous nous avez abandonnés pour assurer votre sécurité d'Européens de l'Ouest. Vous nous avez abandonnés à Staline. Hein, vous nous avez lâchés comme un os à un chien. Il avait des dents particulièrement aiguës. Et puis d'autre part, vous êtes déshonoré par votre fameux prix Nobel, M. Sartre, qui, présenté comme le plus grand intellectuel français, n'a strictement rien compris à toute cette affaire. Voilà. De manière je pense, non organisée, les Estoniens, les Hongrois, les Tchèques, les Bulgares, les Roumains, j'ai entendu ce même discours partout, hein, auquel il était d'ailleurs assez difficile de répondre, parce que qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, je ne voudrais pas, il faut maintenant conclure, mais je voudrais simplement évoquer deux choses. D'une part, le fait que cette sortie de communisme s'est quand même faite de manière très diverse. Il n'y a pas d'homogénéité dans la sortie de communisme. On en reparlera quand on fera la séance sur la Russie. C'est, je crois, très intéressant d'essayer de comprendre la raison profonde de l'effondrement du système. Bon, ça, ce sera une question fondamentale. Et en fait, je crois que le système s'est effondré dans son centre, au plus haut niveau de la direction du système communiste mondial, c'est-à-dire à Moscou, au sein du bureau politique, à la suite de décisions qui ont été prises dans le cadre de manœuvres pour essayer de sauver le régime, de lui redonner une façade relativement sympathique, etc., mais en adoptant des décisions qui étaient strictement contraires, qui étaient en contradiction totale avec les principes de fonctionnement de ce type de système. Et bon, il n'y a pas de possibilité. Quand vous êtes dans un système totalitaire, vous devez appliquer les principes de ce système totalitaire. Hein, et si vous commencez à glisser quelques enzymes gloutons de démocratie là-dedans, ça suffit à faire sauter le dispositif. Hein, je crois que c'est ce qui s'est passé. Alors, on a assisté à une sortie de communisme qui est diverse. Il y a des pays où on a assisté à une révolution anticommuniste. Par exemple, en Estonie, c'est tout à fait clair. Hein. En Allemagne, en partie, parce que les Allemands, il y a une commission Gauck qui a été constituée, qui a véritablement contrôlé les archives, fait un bilan de l'histoire de la RDA, etc. Vous avez des pays où ça s'est fait plutôt dans le compromis qu'évoquait Couronne, que je citais tout à l'heure, la Pologne bien entendu, avec ce système de table ronde, hein, c'est-à-dire de négociation de la sortie de pouvoir avec une impunité pour les communistes, et éventuellement une véritable conversion d'un certain nombre de leaders communistes à la démocratie. Et je crois honnêtement que c'est ce à quoi on assiste en Pologne. La preuve, c'est qu'il y a des leaders communistes qui sont revenus, par exemple comme président de la République, et que ça ne semble pas avoir fait régresser la démocratie en Pologne. On a des pays où on n'a pas eu une conversion réelle des élites, d'une partie des élites communistes à la démocratie, mais ce que j'appellerais une reconversion, comme on parle d'une reconversion professionnelle. Alors la Roumanie est quand même le cas le plus symptomatique. Hein. On organise une vraie fausse révolution. D'ailleurs, vous avez vu qu'on est en train de se poser beaucoup de questions sur la mort du journaliste français qui a été tué à Bucarest au moment de cette fameuse révolution anti-Ceausescu. On liquide vite fait le dictateur
et sa femme, comme ça il n'y a plus de témoins, on est tranquille, hein, et on met en place un comité de salut national qui, comme par hasard, est composé entièrement de vieux chevaux de retour, des meilleurs amis de l'Union soviétique, hein, et en fait on conserve le pouvoir, et on se reconvertit, c'est-à-dire qu'on change d'étiquette. On était communiste, on devient social-démocrate, et en plus on est entériné social-démocrate par une internationale socialiste qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas très regardante sur la qualité socialiste des gens qu'elle intègre dans sa structure. Et enfin, on a des révolutions anticommunistes, des phénomènes de conversion, des phénomènes de reconversion, et finalement un phénomène auquel on ne s'attendait pas finalement, qui est un phénomène d'involution. C'est-à-dire, par exemple, ce à quoi on assiste depuis maintenant des années en Russie. Alors je ne parle même pas de la Biélorussie avec ce fameux dictateur merveilleux qui se réclame de ces deux grands hommes, Hitler et Staline, donc là au moins c'est clair, mais en Russie même, hein, qui est quand même une puissance extrêmement importante dans l'histoire du monde, on assiste à une espèce d'involution. Alors, on n'est pas dans un retour au totalitarisme, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais par contre on est très clairement dans la mise en place de systèmes autoritaires. Il suffit de prendre la presse tous les jours, et voilà, et qu'on assassine un journaliste, un avocat, etc. On embastille le plus grand patron du pays, etc. Tout ça se fait. Hein, on construit un culte de la personnalité du président, on utilise des méthodes musclées dans les relations internationales, c'est-à-dire qu'on ferme des robinets de gaz ou de pétrole, c'est un bon moyen de faire comprendre à des gens qui ne veulent pas marcher droit, qu'il va falloir marcher droit. Hein. On fait les yeux doux à M. Obama en disant « Oh, on vous adore », et en même temps, on resserre tous les liens avec les anciennes républiques d'Asie centrale, etc., dans un cadre y compris militaire. Bon, alors, où tout ça va mener, je n'en sais rien, mais en tout cas, il est clair que nous sommes dans un phénomène d'involution. Jusqu'où ira-t-il, l'avenir nous le dira. Dernier point que je voudrais souligner, c'est le problème des mémoires du communisme en Europe. Parce que nous sommes confrontés à des mémoires très différentes. Nous avons, en Europe de l'Est, les pays d'Europe centrale et orientale, les États baltes, une mémoire tragique du communisme. C'est clair, il y a une mémoire tragique du communisme qui est portée par des gens qui organisent des mémorials, des publications. Par exemple, en Roumanie, vous avez un fameux mémorial, le mémorial de Sighet, auquel je suis très associé, et qui est vraiment un travail modèle de mémoire et d'histoire. Les deux. Hein, parce qu'il est très important que la mémoire collective s'appuie sur des travaux historiques sérieux, incontestables, et qui vont permettre de reconstruire une mémoire nationale. Et de la même manière, finalement, le Premier ministre roumain a créé récemment un institut de recherche sur les crimes du communisme en Roumanie. Donc, on a des messages qui vont dans le bon sens. En même temps, on a toujours en Roumanie les plus grandes difficultés à accéder aux archives, tout simplement parce qu'elles continuent d'être contrôlées par la Securitate, c'est-à-dire l'ancienne police politique qui s'est reconvertie. Hein. Donc, vous le voyez, on est dans des batailles qui sont des batailles de mémoire, des batailles d'histoire, mais au moins les choses avancent. On a la même chose en Pologne, avec le fameux institut de la mémoire nationale, on a la même chose en République tchèque, etc. Donc, dans tous ces pays d'Europe centrale et orientale, en Estonie aussi, etc., on a ce travail. Je vous signale que, par exemple, dans l'édition estonienne du Livre noir du communisme, qui est la plus belle édition des 25 éditions mondiales du Livre noir, il y a un chapitre de 80 pages sur le communisme en Estonie, qui était signé de M. Marklar, qui n'était autre, au moment où il a signé ce texte, où il l'a publié, que le Premier ministre. Donc, là, il y a un engagement assez net, hein, et le livre était préfacé par M. Lennart Meri, le président de la République. Donc, là, il y avait... Bon, inutile de vous dire qu'en Russie, ce n'était pas tout à fait la même chose. Hein. Bon, en Russie, quand le livre noir est sorti, il y avait un scandale à la Douma, les communistes l'ont jeté par terre, ont sauté dessus, etc. Bon, la honte du pays, etc. Bon. Donc voilà, on est confronté là à des positions de mémoire très, très différentes, d'histoire et de mémoire. On a le cas, évidemment, très compliqué de la Russie, parce que là, en Russie, on a évidemment une mémoire tragique. Quand on a 15 millions de personnes qui sont passées par le goulag, inutile de vous dire que ça laisse quand même des traces. Quelle famille russe et soviétique n'a pas eu à connaître de ça? Bon, on a envie de poser la question.
Hein. Et en plus, il n'y a pas de... en France, on a eu 1,250 million morts dans la Première Guerre mondiale, mais on a un monument aux morts dans chaque village français. Chacun peut faire son deuil. Tandis que, en Russie, vous n'avez rien. Je me suis senti totalement ridicule il y a quelques années, il y a déjà une dizaine, quinzaine d'années, où j'ai rencontré pour la première fois un membre de l'association mémoriale de Moscou qui fait de grands travail d'histoire et de mémoire en Russie avec beaucoup de difficultés, et où, bêtement, je lui dis, mais je ne comprends pas, pourquoi n'avez-vous pas installé des monuments aux morts dans tous les villages d'Ukraine? Il m'a regardé un peu interloqué en me disant, mais des monuments pour qui? Qui viendrait devant ces monuments? Les villages entiers ont été exterminés par la famine. Qui viendrait devant ces monuments? Bon, effectivement, j'étais complètement stupide. Hein, et donc voilà, alors en Russie, donc on a ce problème, d'un côté, d'une mémoire tragique, parce que quelle famille russe n'a pas connu ça, et de l'autre côté, une mémoire glorieuse. Une mémoire glorieuse. Nous avons gagné la Deuxième Guerre mondiale, nous étions la deuxième superpuissance mondiale, etc. Et donc là, il y a une espèce de conflit terrible, très difficile à gérer, entre ces deux mémoires, et il faut bien dire que pour l'instant, ça ne prend pas la bonne direction. C'est-à-dire que nous sommes actuellement en Russie en pleine réhabilitation de Staline. Monsieur Poutine, personnellement, a repris en main les historiens. Il a fait, il y a 1 an et demi, une réunion avec des centaines d'historiens pour leur expliquer que bon, ça suffisait. L'histoire de la Russie d'aujourd'hui et d'hier ne devait plus être faite par les étrangers, mais par les Russes, et dans le bon sens. Hein, vous avez compris, bon, c'est par là, c'est pas par ici. Et on est en pleine réhabilitation de Staline. Hein, la chose est d'ailleurs portée jusqu'ici, puisqu'on a une députée prétendument historienne de la Douma qui a publié un livre en français, il y a 6-8 mois, hein, sur le thème du malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu. On n'est pas des malentendants. On a bien entendu que vous aviez été un régime totalitaire. Je suis désolé de vous le dire. Mais elle, non, il y a un malentendu. Nous sommes persécutés, c'est ce qu'elle dit, nous sommes persécutés par les Occidentaux qui ne comprennent pas notre histoire. Bon, hein. Donc voilà. Il reste un dernier point qui est notre propre mémoire du communisme, qui, il faut bien dire, est jusqu'à présent pratiquement une mémoire glorieuse. Hein. En France, en Italie, en Espagne, vous avez, dans beaucoup d'autres pays d'Europe, vous avez une mémoire glorieuse du communisme. On retient ce que j'appellerais la partie positive de ce phénomène, effectivement, sa participation au Front populaire, sa participation à la résistance pendant l'occupation nazie que personne ne conteste, hein, mais il faudrait quand même pas retomber dans les mythologies, hein, la fameuse affaire du parti des fusillés, hein, les 75 000 fusillés communistes. Je vous rappelle que maintenant que les comptes ont été faits, il y a 2 ans dans un livre qui est paru, il y a eu en tout et pour tout, en France, communistes et non communistes compris, un peu plus de 4 000 fusillés. Donc, il faut ramener les choses un petit peu, non plus dans la mémoire, mais dans l'histoire. Hein, il faut remettre les choses sur pied. Et donc, on est confronté, ici, à cette mémoire glorieuse, qui, incontestablement, ne souhaite pas hein, que l'on évoque ces pages sombres, ces pages dramatiques, et adopte la position qu'avait adoptée Khrouchtchev lors du 20e congrès, qui est une position très claire. Hein, quand on analyse maintenant que nous connaissons en détail l'opération du 20e congrès, que nous savons que le fameux rapport secret n'est nullement, comme on l'a longtemps cru, y compris des gens aussi compétents qu'Annie Kriegel, que c'était un moment de lucidité hein, de Khrouchtchev, un moment de sincérité, hein, où à l'encontre de tout le bureau politique, il avait enfin dit les choses. Pas du tout. Nous apprenons maintenant par les documents, c'est une opération soigneusement préparée, avec une commission du bureau politique qui a préparé le travail, le bureau politique qui s'est réuni, nous avons même le sténogramme, nous l'avons publié dans la revue communiste il y a déjà 3 ou 4 ans, hein, et donc voilà, hein, et où les vieux, hein, Molotov, Voroshilov, Kaganovitch, les vieux staliniens, disent « oulala, faut toucher à rien, parce qu'on ne sait pas où on va si on ouvre la boîte de Pandore hein », ou les jeunes qui sont rentrés au bureau politique récemment, et qui viennent de lire le rapport de la commission qui donne en détail les chiffres de la répression, sont effarés en disant mais c'est terrifiant, mais comment est-ce qu'on a pu faire une chose pareille, etc. Hein, et Khrouchtchev qui dit mais de toute manière on n'était pas responsable, c'est Staline qui portera tout. Hein, et la conclusion c'est amnésie et amnistie. C'est ça, l'opération est très claire. Amnésie et amnistie. Hein,
amnistie pour ceux qui sont responsables et amnésie pour la société. On n'a plus à parler de tout ça, c'est fini. On tourne la page, n'en parlons plus. Et je constate qu'ici, il y a beaucoup de gens dans la gauche, dans l'extrême gauche, mais aussi dans la gauche, malheureusement, qui sont sur cette position. N'en parlons plus, tournons la page, et malheureusement, ça s'est confirmé lors d'une fameuse séance du Conseil de l'Europe le 26 janvier 2006, où le Conseil de l'Europe, qui est quand même l'instance, j'allais dire officielle de défense des droits de l'homme en Europe, depuis les années 40, eh bien, il a été impossible de faire voter une directive qui, très clairement, une directive qui n'avait pas de... Le Conseil de l'Europe n'a pas de pouvoir législatif, c'était simplement une recommandation morale. Mais même ça, on n'a pas pu le voter à la majorité qualifiée des 2/3 pour une recommandation, c'est-à-dire de faire porter l'accent dans l'Europe nouvelle et réunifiée sur la dimension criminelle du communisme. Ça n'a pas été possible. Évidemment, toute l'extrême gauche, tous les communistes ont voté contre, mais malheureusement, les socialistes aussi. Alors vous me direz, c'est pas surprenant, puisque dans cette assemblée des parlementaires du Conseil de l'Europe figure par exemple un certain monsieur Zyuganov, qui n'est autre que le chef du Parti communiste de Russie aujourd'hui. Vous ne serez pas très surpris, évidemment, de ces évolutions, mais ça vous montre, je reviens à ce que disait Dominique Rémy au départ, ça vous montre le degré de blocage dans lequel nous sommes, et le fait que nous sommes dans une véritable bataille. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous organisons ce séminaire sur cette année. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais bon, vous avez compris que c'est une question qui me passionne, mais qui est fondamentale. Qui est fondamentale pour l'Europe, parce que l'Europe est en train de se réunifier. Elle se réunifie sur le plan politique, sur le plan juridique, administratif, sur le plan culturel, bien sûr, sur le plan économique. Mais il y a un plan sur lequel elle va avoir les plus grandes difficultés à se réunifier, c'est sur le plan de la mémoire et de l'histoire. Et croyez-moi que si on n'y prête pas attention, ce sera un point de rupture qui risque d'être extrêmement sérieux et incontrôlable. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important de consacrer cette année à rappeler ce qu'a été cette histoire. Alors, nous allons commencer, vous l'avez vu, avec des choses sur la France, parce que c'était plus facile d'organiser ça un petit peu vite, mais très rapidement nous aborderons pays par pays, la Russie, puis la Pologne dans la deuxième partie de juin, et ensuite nous reprendrons différents pays avec des gens de ces pays, parce que je ne souhaitais pas que ce soit seulement des Français qui s'expriment là-dessus. Il est très important que justement nos collègues européens de l'Est viennent s'exprimer ici et vous livrent en direct leur propre opinion, que ça ne passe pas par le biais de Français qui ont peut-être un regard un petit peu particulier. Je vous remercie. Merci.